Donc bonjour à tous et bienvenue. Thomas Diouf, donc je suis l'administrateur de la société Econergie. C'est vrai que j'aurais pu faire un petit slide de présentation. Et qu'est-ce qu'on fait chez Econergie? On fait ce qu'on appelle dans le jargon l'HVAC. Donc ça c'est le terme anglais. En fait c'est du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, du traitement d'air. Notre spécificité, c'est qu'on fait à la fois la conception, donc on est à la fois un bureau d'études, on est installateur et on est maintenancier. On est une équipe de plus ou moins 20 personnes et on est installé à la limite entre Soigny et Braine-le-Comte, juste après le contournement. Ah, ça c'est moi. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la ventilation dans les bâtiments résidentiels. La ventilation, c'est un peu le mal-aimé de l'HVAC. Et d'après vous, la ventilation, je fais mon quiz, improvisé, à quoi ça sert? Pourquoi faut-il ventiler? On a un bon exemple aujourd'hui. On ressent la cellule construction, là on a déjà des notions de base. On va laisser parler les gens hors cellule. D'après vous, pourquoi faut-il ventiler? Pour faire circuler brasser l'air chaud, l'air froid, enfin, ça n'a pas de rapport. Un brassage, oui. Pour la santé. Pour la santé, oui. Et pour quelle raison? Pourquoi pour la santé? Pour l'inspiration, la bactérie. Voilà, tout ce qui est pathogène. Donc vous allez chez Ikea, vous allez acheter un meuble, il y a plein de produits chimiques dedans. Il faut savoir que ce mobilier, pendant des mois, voire des années, va émettre des substances nocives. Vous savez, vous avez entendu dans les journaux, dans l'actualité, il y a plein de produits chimiques dans l'environnement, mais il y en a énormément dans l'air. Et si cet air n'est pas retraité, c'est une catastrophe. Vous allez avoir, comme disait Julien, dans les bâtiments rénovés, des gros problèmes d'humidité. Vous n'aviez pas dans les anciens bâtiments parce qu'il y avait une ventilation par perte. Il y avait des trous partout, les vieux châssis. Mais si vous fermez tout, c'est comme si je prenais un sac en plastique et je vous le mettais autour de la tête. Vous allez vite trouver ça désagréable. Et on a fait des mesures réelles chez certains de nos clients et on se rend compte que la pollution de l'air intérieur est 4 à 5 fois plus importante que la pollution atmosphérique. Parce que vous accumulez dans un milieu confiné. J'espère que je n'ai pas balancé tous mes slides en même temps. Donc on a dit air intérieur pollué, santé respiratoire et alors confort. Ce qui arrive souvent en été, ouais j'ai trop chaud, machin, il me faudrait une clim. Mais ce qu'on dit aux clients souvent, ouais mais est-ce qu'il y a de l'air qui rentre et de l'air qui sort? Parce qu'il faut savoir que même si on met une clim va refroidir, voire chauffer de l'air, mais elle ne va pas apporter d'oxygène. Donc si je vous mets une clim dans un endroit qui reste confiné, vous aurez toujours un sentiment d'inconfort parce que le taux, notamment de CO2, sera trop important. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de ventilation? Vous avez vu que les lettres, avec ça, vous ne savez rien faire. Qu'est-ce que vous connaissez en type de ventilation? Simple flux, double flux. Ah, voilà. Il y en a un qui suit. Donc, simple flux, double flux. C'est quoi la différence entre les deux? Je suppose que simple, ça ne rentre que dans un sens et double flux, ça va dans les deux sens. Voilà, on se rapproche. En fait, tout ça est logique. Hein. Tout ça est assez basique. Ceci, c'est quoi? Ça, c'est une gaine de ventilation. Ah, il faut lever la tête. Il y en a une là-bas aussi. Par contre, je crois que les moteurs n'ont pas été mis en route. Je l'ai senti ce matin en rentrant. Et donc, ça, c'est quoi comme type de ventilation? Ah ouais. C'est le simple flux. Quelles sont les conditions de fonctionnement pour une simple flux? Un trou, oui. Où ça? Oui. En fait, alors deux trous. Et ça arrive souvent. Vous avez des petits extracteurs dans les WC, etc. Mais ça pue, quoi. Et pourquoi ça pue? Voilà, parce qu'il n'y a pas d'arrivée. Donc les gens, ils se rendent compte qu'il y a un ventilateur. Un ventilateur, ça fait quelques watts. Il ne va pas mettre la pièce en dépression. Hein. Mes cheveux ne vont pas se lever, de toute façon, j'en ai plus. C'est foutu. Et donc, ça veut dire que si on n'a pas une entrée d'air quelque part, il n'y a pas de circulation. Le ventilateur, vous le regardez tourner. Mais s'il n'y a pas d'air, si on n'a pas mis une grille dans le châssis ou dans le mur, il n'y a pas assez de circulation d'air. Et ici, je ne vais pas faire mon audit, mais je pense qu'il n'y a pas d'amener d'air. Il y a du travail. Il y a du travail. Il va falloir que je laisse ma carte. Et voilà. Et donc, dans les types de ventilation, les plus connus, évidemment, c'est le C et le D. Donc, C pour simple flux, D pour double flux. Sachez qu'il existe
et c'est dans les normes, la ventilation de type A, qui est une ventilation naturelle, et la ventilation de type B, qui est une ventilation pulsée. Donc plutôt que de tirer de l'air, on va pousser de l'air. On utilise parfois la B quand il y a des gros problèmes d'humidité pour assécher les bâtiments. Alors, il y a une variante à la ventilation de type C, donc cette ventilation-là, c'est ce qu'on appelle la C+. Et la C+, c'est une ventilation intelligente en fait. C'est une ventilation qui va réagir à la demande. On met des capteurs de CO2 ou d'humidité en général, et ça va permettre au ventilateur d'accélérer ou de ralentir. Alors, ventilation de type D, c'est quoi le mieux? C'est C ou D? Donc, simple flux ou double flux? Pourquoi? Comme ça? Il y avait une chance sur deux. C'est 2 fois mieux. Parce qu'il ne laisse pas l'air froid rentrer directement. Ouais. Et par quel biais? On le voit là sur le petit schéma. Voilà. En fait, il y a un croisement qui se fait au niveau de la machine, il y a un échangeur. Et l'air qui est extrait du bâtiment, qui est chaud et humide en moyenne, va croiser, sans se mélanger, l'air qui est admis dans le bâtiment. Donc s'il fait 5 degrés dehors, 20 degrés à l'intérieur, au final, l'air pulsé va être aux alentours de 13 ou 14 degrés. Ça va? Et donc ça, c'est le gros avantage de la double flux. Ça permet de générer une économie en termes d'énergie, puisqu'on diminue l'énergie consommée par la ventilation. Parce que si vous admettez de l'air à 5 degrés, le système de chauffage va devoir monter ce volume d'air de 5 degrés à 20 degrés si c'est la température ambiante. Donc ça, c'est le gros avantage de la double flux. Les inconvénients de la double flux? Il est trop calé, lui. Il va nous emmener effectivement ce qui se passe quand vous avez un croisement d'air. L'air qui est amené dans le bâtiment, en hiver, l'air est plus froid et plus sec. Et il arrive, c'est pas rare, que quand vous avez des systèmes double flux, ça peut créer un problème d'inconfort parce que l'air est déjà sec à l'origine. En plus, il a été, au moment du passage dans l'échangeur, on a accentué ce phénomène parce qu'on a augmenté la température de l'air. Ça devient technique. Donc on a augmenté le volume d'air, mais le taux d'humidité n'a pas changé. Et donc, l'humidité relative de ce mètre cube d'air qui a été amené est encore plus basse. Et ça, pour des gens qui ont parfois des petits problèmes de trachée ou autres, ou qui sont sensibles, ça peut créer des problèmes de confort. Mais il y a des solutions, puisqu'on a des échangeurs adiabatiques qui permettent de compenser partiellement ce phénomène. Donc ça, c'est vrai que c'est un inconvénient, mais qui est moins souvent cité. Mais le plus gros inconvénient d'un système D, c'est quoi? Le prix. Parce qu'il faut des gaines dans toutes les pièces qu'on veut extraire, mais il faut cette fois-ci amener une gaine et plus uniquement une entrée d'air dans toutes les pièces qu'on veut pulser. Alors, donc on a vu qu'il y avait 2 gros systèmes, voire 3 avec le C+. Dans quel cas on va utiliser quel système, d'après vous? Je reviens en arrière parce qu'il y en a qui lisent les slides. Laurent. Les vieux bâtiments. Qu'est-ce qu'on met dans un vieux bâtiment? Comme Marwin, que tout à l'heure. Voilà. C'est là, de toute façon, dans les normes PEB, on doit la ventiler, sinon c'est carton rouge. Et donc, dans un bâtiment comme ça, que ton client va rénover, pour arriver à un résultat correct, qu'est-ce qu'on va mettre comme ventilation? On peut mettre le double flux. Simple flux, s'il y a des trous. Ouais, mais les trous, on va les reboucher normalement. Enfin, j'espère. Donc, si l'entrepreneur travaille bien. En fait, ce qu'on va faire, on va quand même essayer de rester cohérent. On va dire que le système D, c'est le haut de gamme, c'est cher, c'est intrusif. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des passages de gain dans toutes les pièces, dans le bâti existant, c'est pas évident, ça n'a pas été prévu pour, quoi. Et donc, si on ne veut pas en faire une maison passive, puisqu'on a vu que le gros avantage de la double flux, c'était l'échangeur, on n'est pas obligé d'aller chercher la grosse solution. Ce que nous, on conseille aux clients, c'est de garder une cohérence dans la logique du projet. C'est-à-dire que si c'est un projet en rénovation légère ou en rénovation moyenne, où on va changer des châssis, isoler une toiture, si on change les châssis, on va dire au client, on va assainir le bâtiment, donc on va mettre une ventilation, mais vous pouvez mettre des grilles. Et ça ne coûte pas beaucoup plus cher dans le châssis. Et alors, on va travailler avec une simple flux. On ne travaille plus avec des basiques comme celle-ci, mais on va travailler avec une C+.
Et le client va installer une chaudière gaz condensation, des beaux radiateurs, et il aura fait 50 à 60% d'économie sur l'ensemble de l'enveloppe et de la consommation de son bâtiment. Mais là, on garde une cohérence. Après, rien ne l'empêche de mettre une double flux, mais ça augmente son budget et il faut voir ce qu'on va pouvoir gagner. Par contre, on va avoir d'autres types de projets. Voilà. Bon. Julien, il ne peut plus parler. Il a son quota. Philippe, une nouvelle construction, une grosse rénovation, qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, on peut mettre une double flux parce qu'on va devoir tout prévoir d'emblée. Donc, voilà. Des trous dans l'existant. Donc déjà, bah, c'est beaucoup plus lourd comme réno. Donc on pourrait déjà, avec monsieur l'architecte, bah, concevoir des passages. C'est souvent la guerre. Hein. Les architectes, ils n'aiment pas les guerres. C'est moche. Ça prend de la place. Donc ils n'aiment pas les grilles non plus. Ils sont compliqués, les architectes, parce que c'est moche. Petite parenthèse, vous avez des châssis avec des profils à haute performance, avec 5 frappes, avec des coupures thermiques, des vitrages à haute performance, et pour me griller avec un courant d'air dedans. Voilà. Mais ça, c'est une remarque pertinente, parce qu'en fait, la ventilation, parce qu'on est aussi auditeur énergétique, parce qu'on l'utilise pour nos dossiers, on ne le fait pas de manière autonome, mais c'est contradictoire. Il faut isoler un bâtiment et une ventilation, j'en parle pas ici énormément, mais c'est un des inconvénients de la double flux, ça consomme. Hein. Donc on dit au client, il faut réduire la consommation, et puis on va lui dire, il faut amener de l'air frais, c'est pour ça que l'architecte est parfois choqué, et le client aussi, et en plus on va dire au client, il y a un ventilateur, il faut mettre du courant dedans, et le courant il tourne avec le compteur, et le compteur, c'est la facture à la fin du mois. Mais c'est l'histoire du sac en plastique, il faut respirer. Le problème, c'est qu'on a fait des termes avec les bâtiments. Tu parlais des bâtiments anciens qui respiraient parce qu'il y avait des trous partout. Voilà. Bah, effectivement, aujourd'hui, on est arrivé dans une volonté, probablement pour le lobbying des marchands isolants, d'avoir des bâtiments super isolés avec des exigences d'économie d'énergie. Mais effectivement, parallèlement à ça, on en consomme pour les machines. Mais on fait surtout des maisons qui sont totalement invivables si on ne dit pas un apport mécanique. Tout à fait, il faut de l'air. Après, c'est un autre débat, parce que là, j'ai une conférence à faire dans une école vendredi. On sort du sujet, mais bon, comme on pose la question, quelle est la part du bâti dans l'empreinte CO2 globale? Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est une catastrophe. 30%, à 30%. Oui, on est à presque 40%. 40% de notre consommation, et en Belgique, on est les rois. On est les champions du monde, mais dans le mauvais sens, ça vient du bâti. Alors les passoires énergétiques, c'est terminé, quoi. Et effectivement, il faut amener de l'air naturellement, mécaniquement, parce que les gens doivent vivre dedans, mais on ne peut plus se permettre de chauffer au mazout, au gaz, en balançant tout dans l'atmosphère, quoi. Voilà, donc ça, on a un peu dévié du débat. Et c'est un débat intéressant, parce qu'il faut le mettre sur la table. C'est un surinvestissement, c'est une surconsommation. Mais ça fait partie de l'hygiène des habitants et du bâti d'ailleurs. Parce que des bâtis qui sont mal ventilés, c'est des moisissures, c'est de l'humidité et c'est une destruction du bâti aussi. Et forcément, avant, on vivait dans une tente, donc il ne fallait pas la ventiler. Mais la tente, on ne peut pas la chauffer avec un chauffage central. Et donc, pour revenir au système D, on va l'impliquer donc, déjà dans des grosses rénovations. Donc, on va passer, on aura normalement un peu plus de chances de passer des techniques. Mais aussi, il y a une cohérence. Comme le D, on va le voir après, il coûte quand même beaucoup plus cher, on a les prix ici, le D, il va coûter 2 à 3 fois plus cher que le C, il faut le justifier au niveau économique. Si on a une grosse rénovation, on se dit je vais viser le label A, le label B, je vais probablement installer une pompe à chaleur, je vais probablement installer un chauffage à basse émission. Et là, le rendement apporté par le système D, on va pouvoir le rentabiliser. Parce que si j'installe dans 2 bâtiments identiques au niveau de l'enveloppe un système C et un système D, dans le système C, dans le bâtiment avec le système C, je prends une pompe à chaleur, je vais devoir la prendre un peu plus costaude, puisqu'elle va devoir lutter plus contre les déperditions d'air. Parce que l'architecte, il sait qu'un bâtiment bien isolé, la part du chauffage devient parfois même négligeable par rapport à la part du sanitaire dans l'énergie consommée. Et donc, dans ce type de bâtiment, le D va apporter un plus et va permettre d'installer une pompe à chaleur de moindre coût. Et il se pourrait que
globalement, ce qu'on a surinvesti dans le D, on le récupère partiellement, ne fût-ce que dans l'installation de chauffage. En plus, les pompes à chaleur, elles n'aiment pas trop taper dans le truc. Et donc, si on allège la charge, en moyenne sur la saison, elles seront relativement contentes. Et indirectement, ça va aussi augmenter leur rendement. Et donc, j'ai pris 2 exemples. Après, entre ces 2 exemples-là, il y a plein de nuances. Mais c'est ça un peu l'approche chez nous. On va prendre le dossier, on va analyser les besoins du client, l'interroger sur ses objectifs, voir quelle est la stratégie globale des rénovations et proposer la bonne solution. Et pas taper du D ou du C, comme beaucoup d'entreprises, sans aucune réflexion là-dessus. Ça, on a dit. Voilà. Questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est bien les systèmes qui poussent pendant 30 secondes, les tiers pendant 30 secondes et ainsi de suite. Ouais, en fait, ça, c'est les petits systèmes qu'on utilise quand justement on n'a pas accès à un réseau, on ne sait pas tirer une gaine ou qu'on a vraiment un local qui est complètement décentré. C'est agréé, donc ça fonctionne. Et en fait, pourquoi est-ce que ça pousse et ça tire? C'est parce qu'il n'y a qu'une seule entrée. Et en fait, il y a un échangeur, donc l'air est admis. Il a été, on va d'abord dire, il a été extrait. L'échangeur, il est chaud. Et pendant 30 secondes, le ventilateur va s'inverser. Il va amener de l'air frais dans la pièce. Il va capter les calories qui sont dans l'échangeur. Il se refroidit. Et puis, on repart dans l'autre cycle. Chauffer, refroidir, chauffer, refroidir. Et ça répond aux normes. Parce que l'important, quand on dimensionne un système de ventilation, ici dans la pièce par exemple, on va prendre le nombre de personnes, on va le multiplier par 25, 30 ou maintenant 40 mètres cubes par heure, et on va arriver à un débit. Mais si ce débit est respecté sur la moyenne horaire, c'est correct. Et c'est des bons systèmes pour éviter de tirer 20 mètres de gaine pour aller ventiler une pièce qui est un peu décentrée, quoi. Et c'est plus cher ou c'est moins cher qu'une EMC Ça sera plus cher, parce que localement, c'est un appareil, c'est un ventilateur décentralisé avec un mini-échangeur. On l'a déjà utilisé. Ou pour compléter dans un bâti, il y a des endroits où on ne sait pas passer. Ces gaines sont contraignantes, et encore ici, c'est des petits diamètres. Mais il faut savoir qu'une gaine, on peut monter jusqu'à, même en résidentiel, on est vite à 160 ou 200. Quoi. Donc une gaine comme ça ne passe pas partout. Quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, oui, Philippe? Un cas précis, dans une maison relativement bien isolée des années 80, l'architecte a prévu une brique de verre à 2 endroits dans l'habitation qui ont des ouvertures. Et donc, si je te comprends bien, nous, on pensait qu'il fallait les boucher. C'est une mauvaise idée, il vaut mieux les laisser. Si tu n'as rien d'eau, il vaut mieux les laisser. Après, il faut voir comment ça a été dimensionné, que ça ne crée pas trop de courant d'air non plus. Ce n'est pas l'idéal, mais il faut les laisser, sinon c'est très très malsain, quoi. Donc, mais bon, les années 80, c'était le début, il y a encore beaucoup de ces maisons qui sont non étanches. Voilà. Donc, après, il faut avoir une réflexion. L'idéal, c'est d'avoir quand même un système réglable, c'est de remplacer ces trous béants là, par quelque chose d'ajustable et d'un minimum calculé. On calcule en fait la taille des grilles en fonction du besoin du débit d'air nécessaire dans le local. Donc, c'est pas urgent, mais il vaudrait mieux avoir une réflexion. Mais surtout pas boucher. On voit beaucoup dans les logements sociaux, les gens ils bouchent les trous, ils bouchent tout. C'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe sanitaire, en fait. Autre question? Messieurs, dames, merci pour votre attention.